Bonjour à tous, bienvenue pour ce 32e jeudi Onco-Occitanie, donc le rendez-vous des soins oncologiques de support en Occitanie qui portera sur l'oncogériatrie et la prise en charge palliative. Quelles sont les limites? Je vais passer maintenant la parole à notre modérateur qui est le docteur Vincent Rigaud, qui est gériatre au CHU de Montpellier, qui va vous présenter donc le programme. Et bonjour à tous, merci de vous être inscrits, sur ce webinaire et cette, thématique hyper intéressante qui est du coup l'oncogériatrie et les soins palliatifs, Moi, je travaille au CHU de Montpellier où je navigue entre, l'oncologie et la gériatrie, donc forcément, je suis hyper intéressé par ça. Merci, de l'avoir organisé au niveau d'Onco-Occitanie. C'est une thématique, je pense, très large, qui est aussi, très complexe et la traiter en 1 heure, même avec, la qualité de nos intervenantes, c'est quelque chose de particulièrement difficile. Du coup, on s'est dit que ce qui nous paraissait être intéressant, c'est en fait vous proposer, des outils. En fait, vous créez un peu une boîte à outils, sur, l'oncogériatrie et sur les soins palliatifs. Que vous sachiez un peu, quand vous adressez votre patient en oncogériatrie, en soins palliatifs, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la structuration du réseau de soins en Occitanie? Et en fait, que vous compreniez l'outil, vous comprenez votre patient et en fait, comment est-ce qu'on assemble ça, avec, toute la complexité parce que, quand on se dit, quelles sont les limites pour le patient, évidemment, il y a autant de limites qu'il y a de patients et je pense que ça, c'est vrai à la fois en oncogériatrie et en soins palliatifs qui sont des disciplines, qui, se rassemblent, évidemment et qui sont complémentaires, mais qui sont aussi des disciplines très différentes, même si elles peuvent intervenir au même moment. Donc l'idée là, c'est que vous ayez donc 2 présentations distinctes, C'est sur, l'organisation du cours régional de l'oncogériatrie et l'évaluation des patients qui sera par le docteur, Stéphanie Lozano, du coup qui est, gériatre au CHU de Toulouse et puis, la prise en compte aussi, des limites pour définir un parcours de soins palliatifs par le docteur Mélanie Marquet, qui travaille du coup en soins palliatifs au centre de neurologie, de Montpellier, l'ICM Val d'Orel. Hem, je pense que ce qui va être aussi très intéressant aussi, ça va être nos échanges en fait à la fin, sur les questions que je vais regrouper au fur et à mesure et puis, les échanges qu'on aura en direct, en fonction du temps qui nous sera, limité. Voilà, je prends pas plus de temps et puis je vais laisser le docteur Lozano du coup, enchaîner sur sa présentation. Merci Vincent. Bonjour à tous et à toutes d'être là aujourd'hui pour qu'on puisse parler de l'oncogériatrie. Et déjà, je vais définir un peu l'oncogériatrie parce qu'on parle d'oncogériatrie, mais finalement, c'est pas si évident que ça. L'oncogériatrie, c'est le cancer chez le sujet âgé. Donc, je vais vous parler de l'organisation régionale de l'oncogériatrie. Si j'arrive à passer la diapo suivante, hop, dans un premier temps, et ensuite, nous aborderons le travail vraiment pratique de l'oncogériatre au quotidien, et notamment de l'évaluation oncogériatrique. Alors, l'oncogériatrie, finalement, ça date maintenant d'il y a 20 ans. Les débuts datent de 2006. Et finalement, c'était pas une évidence en 2006, l'oncogériatrie. On s'adressait pas trop aux sujets âgés qui avaient des cancers. Alors, l'INCa a décidé de mettre en place ce qu'on appelle des unités pilotes de coordination en oncogériatrie. Et nous, notre objectif ici, c'était de structurer la filière de soins sur les différentes régions, à la fois en Midi-Pyrénées et à l'époque en Lorraine aussi. Et puis après, est arrivé en 2011 un appel à projet de l'INCa pour la création des unités de coordination en oncogériatrie pour permettre la poursuite du développement de l'oncogériatrie. Avec 4 points qui ont été définis. D'une part, de mieux adapter les traitements des patients par des décisions conjointes oncologues et gériatres, de promouvoir la prise en charge des patients dans toute la région pour la rendre accessible à tous les patients, de contribuer au développement de la recherche clinique en oncogériatrie et enfin de soutenir l'information et la formation en oncogériatrie. Et ces actions ont été poursuivies en 2014 avec le nouveau plan cancer. Et puis en 2024, en avril, il y a eu une publication du référentiel INCa sur les unités de coordination en oncogériatrie et notamment pour l'organisation et mieux définir les missions de ces unités puisqu'on s'est aperçu qu'il y avait quand même une grande hétérogénéité d'organisation à travers les différentes unités françaises. Et il y a à l'heure actuelle 28 unités de coordination d'oncogériatrie. Alors, je vais passer
Alors, comment ça se passe, nous, dans notre région Onco-Occitanie? On a 2 unités de coordination en oncogériatrie. Alors, du côté toulousain ou de l'ex-région Midi-Pyrénées, il y a l'unité Occitanie-Pyrénées, avec une convention tripartite entre le pôle de gériatrie du CHU, l'Institut universitaire du cancer, et notamment l'Oncopole Claudius Regaud, et le dispositif régional de cancérologie, le DSRC. Et côté Montpellier et Nîmes, il y a l'UCOG Occitanie-Méditerranée avec une convention tripartite à l'heure actuelle entre l'Institut de lutte contre le cancer du Val d'Aurelle à Montpellier, le pôle de gérontologie de Montpellier et le pôle de gérontologie du CHU de Nîmes. Et il y a maintenant à disposition sur le site d'Onco-Occitanie un annuaire des médecins résidents en oncogériatrie que vous pouvez retrouver pour adresser les patients au gériatre ou à l'oncogériatre au plus près du domicile. Et du coup, les missions des unités de coordination ont un peu été clarifiées par rapport aux missions précédentes, aux 4 missions dont je vous ai parlé. Avec des nouvelles choses qui sont apparues, et notamment la promotion de l'évaluation de la fragilité de la personne âgée. Parce qu'effectivement, quand on parle de fragilité, on ne parle pas tous forcément de la même chose. Les gériatres et les oncologues n'ont pas tout à fait la même notion de la fragilité. Bien évidemment, l'idée était de favoriser le dialogue entre les cancérologues et les gériatres, toujours pour permettre de mieux adapter les traitements des patients, de promouvoir la diffusion des référentiels de bonnes pratiques, que ce soit en termes d'évaluation ou de thérapeutique, de maintenir la formation et la formation en oncogériatrie, et également un pilier extrêmement important à l'heure actuelle qui est de contribuer au développement de la recherche clinique. Parce que finalement, on s'aperçoit qu'il y a peu de patients âgés qui sont inclus dans les essais cliniques. Là, sur les dernières données, il y a uniquement 7% des patients de plus de 65 ans qui sont inclus dans des essais cliniques. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et l'idée, c'est également maintenant de contribuer au développement de parcours de soins en oncogériatrie. Je vais y revenir. Et il y a également un autre pilier qui est très important, c'est l'animation territoriale avec le lien entre la ville et l'hôpital. Alors, en ce qui concerne l'émission des UCOG et notamment concernant la fragilité des patients, il y a un score qui a été développé qui s'appelle le score G8, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a été développé par une équipe bordelaise suite à un gros essai clinique français, avec l'idée de savoir quels étaient les patients qui allaient pouvoir bénéficier de l'évaluation gériatrique. Donc ça, c'est en cours, je vais vous en reparler dans la partie clinique. Et puis, il y a une chose importante qui a été réalisée, c'est l'implémentation de ce score dans le dossier communicant de cancérologie. Là, il y a encore des progrès à faire pour le remplissage du score dans le DCC. Ah. Alors, comment on fonctionne en pratique sur l'unité de coordination? Dans chaque cellule de coordination, il y a un oncologue, un gériatre et un coordonnateur non médical, qui est pour nous Chloé Marais, qui fait partie du réseau Onco-Occitanie. Il y a un groupe de travail d'oncogériatrie qui regroupe les oncologues, les gériatres, mais également d'autres spécialités médicales et chirurgicales, et également des paramédicaux qui ont fait un gros travail, notamment à destination des patients et des aidants. Et il y a un bureau de ces 2 unités qui équivaut à un conseil scientifique qui se réunit environ 4 à 6 fois par an en format mixte, présentiel et en visio, et qui permet de fixer les objectifs et les projets de l'année. Et nous avons également une page spécifique oncogériatrie sur le site internet d'Onco-Occitanie. Et il y a également, hop, juste en bas de la page, vous la voyez là, une lettre d'actualité trimestrielle qui paraît sur le site d'Onco-Occitanie pour vous permettre de voir un peu ce qu'on fait, quelles sont les actualités dans la région, mais pas uniquement, et également les actualités nationales.
Alors, vous voyez là la page d'oncogériatrie et vous avez accès à nos 2 unités de coordination, à des ressources, notamment les échelles d'évaluation d'oncogériatrie. L'onglet formation, je vais y revenir, il est très important parce qu'il y a un MOOC qui est accessible en oncogériatrie. Il y a une petite page recherche clinique qu'on est en train d'améliorer. Et puis, je vous ai déjà parlé des fiches à destination des patients et je vais y revenir. Alors, en termes de formation, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons mis en place et réalisé un MOOC en oncogériatrie qui est intitulé Cancer chez les personnes âgées, mieux comprendre ses spécificités pour mieux prendre en soin. C'est une formation qui est gratuite, qui est accessible à tous les professionnels paramédicaux et médicaux qui prennent en charge des patients âgés. Cette formation, elle n'est pas uniquement disponible pour la région, mais elle est accessible à l'échelle nationale. Elle est disponible en accès libre depuis le site internet et il y a 6 modules de formation de 2 heures qui sont accessibles avec une cinquantaine de vidéos et qui a été mis à jour en 2024 et qu'on remettra à jour régulièrement. Là, vous voyez, sur l'année 2025, il y avait près de 500 inscrits sur le MOOC et depuis le début du MOOC en 2020, on est à peu près à 5000 inscrits, donc 5000 professionnels de santé qui ont été formés à l'oncogériatrie. Et on est assez fiers de ça, on avoue. C'est un des gros travaux qu'on a effectué. En termes de formation pour les professionnels, il y a une réunion régionale annuelle là, en oncogériatrie qui aura lieu cette année, le vendredi 19 juin à Toulouse, qui se déroule en format mixte, avec un programme qui est en cours de finalisation et qui sera accessible très prochainement sur le site d'Onco-Occitanie. Il y a également des DU, un DU d'oncogériatrie à Toulouse, un DU de gériatrie à Montpellier, et nous participons également tous au DIU de Lyon, avec probablement une modification à la rentrée de ces DIU. Voilà. Et pour les professionnels, nous avons déjà réalisé très récemment une fiche de recommandation vaccinale pour les patients âgés de plus de 70 ans qui sont traités par chimiothérapie, mais qui est aussi valable globalement pour tous les traitements dont les patients vont pouvoir bénéficier. Voilà, elle est accessible sur le site d'Onco-Occitanie. Elle a été réalisée par les gériatres, les oncologues, les infectiologues, les pharmaciens. Donc, il y a eu un gros travail de remise à jour sur les recommandations vaccinales. Et juste pour vous informer, cette année, la semaine de la vaccination aura lieu fin avril et la thématique de l'année, c'est la vaccination des seniors. Donc, il faudra peut-être qu'on remette à jour les recommandations vaccinales en fonction des données de cette année. Et on a aussi beaucoup travaillé pour les patients et leurs aidants, avec la réalisation de fiches et de petits livrets concernant la nutrition, donc pareil, qui ont été faits avec des professionnels médicaux et paramédicaux, notamment les diététiciennes. Un gros travail également sur l'activité physique. Et il y a également un livret concernant les aides sociales et le maintien au domicile qui est en cours de mise à jour actuellement et qui sera disponible très prochainement. Et donc, tous les ans, on met en place des projets pour essayer de faire avancer l'oncogériatrie. Alors, cette année, un des gros projets, c'est le déploiement des modèles de parcours de soins dans les établissements de Toulouse, de Montpellier et de Nîmes. Alors, à Nîmes, ça a déjà commencé à être mis en place par le docteur Valérie Antoine. Mais voilà, c'est le gros travail de l'année. Et ensuite, on essaiera de déployer ces modèles de parcours de soins dans toute la région. Un autre des projets de l'année concerne la recherche clinique avec le recensement et la promotion des essais cliniques qui sont en cours et dédiés au sujet âgé. On va continuer les formations, on va remettre à jour nos formations. Et un des objectifs aussi, c'est le plan de communication de l'année avec le renforcement de la communication et notamment avec le lien ville-hôpital qui est fondamental, notamment chez le sujet âgé. Là, vous avez juste un exemple des parcours de soins. Ça, c'est le parcours de soins pour les patients qui vont bénéficier d'une chirurgie qu'on appelle lourde.
qui sont les grosses chirurgies, des patients qui ont des cancers ORL notamment, ou des cancers digestifs, les cancers du pancréas, les cancers de la vessie également sont concernés par ces parcours de soins-là. Voilà, vous les retrouverez prochainement, mais voilà. Voilà globalement ce que je voulais vous dire sur l'organisation de l'oncogériatrie dans la région. Alors là, maintenant, je vais aborder plus spécifiquement le travail de l'oncogériatre au quotidien. Alors pourquoi on s'est intéressé au cancer chez le sujet âgé? Ben, d'une part, parce qu'il y a une augmentation de l'incidence sur les 20 dernières années et qu'actuellement, les cancers chez les plus de 65 ans, c'est à peu près 2 tiers des cancers. Et puis, on voit aussi que les décès par cancer sont extrêmement fréquents chez le sujet âgé, qu'il y a près de 80% des décès par cancer, avec, on le sait, une augmentation du risque de décès qui est spécifique à l'âge. Et puis, notre population gériatrique, Vincent en parlait déjà un peu au départ, il y a une très grande hétérogénéité de cette population. Donc l'idée, c'est d'essayer d'adapter un peu la prise en charge de ces patients. Alors oui, c'est une pathologie du vieillissement, le cancer, mais malheureusement, la prise en charge, elle est encore souvent non optimale. D'une part, parce que ces patients-là ne sont pas concernés par les campagnes de dépistage. Or, on sait que les cancers du sein et les cancers colorectaux sont parmi les cancers les plus fréquents chez le sujet âgé. Il y a souvent un retard de prise en charge du fait du système de soins qui n'est pas forcément adapté à la personne âgée et des personnes âgées eux-mêmes qui consultent plus tardivement, avec des investigations qui sont souvent plus difficiles à réaliser, souvent moins exhaustives, et une prise en charge thérapeutique qui n'est pas toujours optimale, avec effectivement peu d'essais cliniques spécifiquement chez le sujet âgé. Ce qu'on sait également, c'est qu'on a une augmentation du risque de toxicité des chimiothérapies, et notamment des chimiothérapies, des toxicités sévères de chimiothérapie. Il y a près de la moitié des patients qui vont avoir une toxicité sévère, du fait notamment d'une modification de la pharmacocinétique et de la pharmacodynamie chez le sujet âgé. Et on sait également qu'ils sont plus à risque de toxicité irréversible, notamment du fait des comorbidités associées chez ces patients âgés. Et que ces toxicités vont altérer la qualité de vie des patients et malheureusement amener parfois à un déclin fonctionnel et à une grosse perte d'autonomie et à l'entrée dans la dépendance. Alors, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte chez le sujet âgé. D'une part, ce que nous on appelle le terrain, c'est-à-dire les comorbidités du patient, la présence des syndromes gériatriques qu'on ne retrouve pas dans la population adulte. Le cancer en lui-même, quel est le type de la maladie, le stade de la maladie, les symptômes qui peuvent être liés au cancer, le traitement, et puis le système de soins qui n'est pas toujours adapté à nos sujets âgés. Et donc, tous ces facteurs vont pouvoir concourir au déclin fonctionnel et à la perte d'autonomie des patients. Alors, vous allez me dire, oui, mais finalement, avec l'augmentation de la prévalence, vous n'allez pas pouvoir tous les patients âgés. Effectivement, on ne peut pas voir tous les patients âgés qui ont des cancers. Donc, l'idée, c'était d'essayer de voir quels étaient les patients qui allaient vraiment tirer bénéfice d'une évaluation oncogériatrique. Et pour cela, il a été développé le score G8 dont je vous ai parlé, qui a été validé par l'étude Oncodage et qui est issu notamment du MNA. C'est une évaluation qui prend pas beaucoup de temps finalement, qui prend moins de 5 minutes, qui peut être réalisée par un soignant en consultation et notamment par une infirmière. Et si le score au global est inférieur ou égal à 14, le patient âgé qui a un cancer doit théoriquement être adressé au gériatre. Parce qu'on sait que quand il y a une anomalie au niveau du score G8 qui est inférieur à 14, on a on ne va pas dire des chances, mais ce sont des patients qui vont présenter des altérations gériatriques ou des syndromes gériatriques. Hop. Le questionnaire G8, vous l'avez sur le site d'Onco-Occitanie, il est disponible dans les ressources sur la page d'Oncogériatrie. Alors, il y a également un nouveau programme qui est en cours de développement, qui est le programme OncoWakeUp, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un programme de l'OMS chez les seniors, avec l'idée, là encore, de prévenir l'entrée dans la dépendance, puisqu'on sait que la dépendance coûte extrêmement cher. Donc l'objectif étant de prévenir ce déclin fonctionnel.
Je ne détaillerai pas le programme ICOP ici, ce n'est pas le propos, mais l'objectif, c'est de dépister la capacité intrinsèque et c'est quelque chose qu'on commence à implémenter chez les patients âgés atteints de cancer. Alors, une fois que le patient il a eu le score G8, il va être adressé au gériatre. Et que va faire le gériatre? Le gériatre, il va faire une évaluation qui est pluridisciplinaire. L'évaluation, elle a lieu en binôme, généralement avec un médecin et une infirmière qui est formée à la gériatrie. Et elle est multidimensionnelle. On va évaluer plusieurs domaines, je vais vous en parler. Et l'idée, c'est de dépister les syndromes gériatriques et d'évaluer les réserves fonctionnelles du patient. Alors, on va regarder la vie sociale. On va regarder dans quelles conditions vit le patient. Est-ce qu'il est seul à domicile ou pas? Parce qu'on sait que l'isolement social, ben, c'est plus compliqué quand on va avoir un traitement du cancer. On va regarder s'ils ont des aides à la maison. On va évaluer l'autonomie du patient, c'est ce qu'on appelle la dépendance, avec des échelles standardisées pour évaluer l'autonomie pour les activités de la vie quotidienne et les activités instrumentales de la vie quotidienne, savoir s'ils sont capables de faire leurs courses, de se faire à manger, de faire le ménage, de conduire, de gérer les traitements, notamment. On va regarder tout ce qui est fonctionnel, on va regarder la marche et l'équilibre, et notamment le risque de chute. Et on sait qu'il y a certains traitements, et notamment chimiothérapie, qui peuvent accentuer le risque de chute. Là encore, on a des échelles validées, notamment la vitesse de marche, entre autres. Voilà. On va bien évidemment regarder le statut nutritionnel du patient. On le sait, la dénutrition, c'est extrêmement important. Il y a 40% des patients qui ont un cancer qui sont dénutris. Donc, on va regarder le poids et on a des échelles spécifiques, notamment le MNA, pour évaluer la nutrition. On va bien évidemment regarder la thymie et la cognition. L'idée, c'est de dépister les troubles cognitifs avant le début du traitement, parce qu'on sait qu'ils peuvent avoir un impact sur le traitement. On va regarder les fonctions sensorielles, l'audition et la vue. Ça, c'est très important parce qu'un patient qui n'entend pas, il n'aura pas compris ce que lui aura dit l'oncologue, ni le traitement qu'on va lui proposer. Donc ça, c'est important. Et bien évidemment, également, le gros travail du gériatre, c'est de repérer les comorbidités, et notamment l'accumulation des comorbidités qui peuvent avoir un impact sur la prise en charge. Et à l'issue de l'évaluation, on va faire une synthèse de cette évaluation. On va identifier les problématiques gériatriques. Et puis, on va se poser des questions. Surtout, on va essayer d'évaluer la balance entre le bénéfice et le risque des traitements. Donc, est-ce qu'il va y avoir un impact sur la survie? Quels sont les bénéfices du traitement en termes de qualité de vie et surtout d'autonomie? Et puis finalement, on va regarder si le patient a des symptômes qui sont liés au cancer. Est-ce qu'il y a des risques évolutifs? Et évidemment, on va mettre en balance les risques et notamment la place du cancer parmi les autres comorbidités du patient. Et à l'issue de cette réflexion, la réflexion, elle va être menée également avec les oncologues. L'idée, l'oncologue va proposer un traitement théorique et à l'issue de notre évaluation, nous, on va leur dire, ben, le patient, finalement, il est robuste sur le plan gériatrique, il a un vieillissement qui est parfaitement réussi, il peut tout à fait recevoir un traitement comme des patients plus jeunes. À l'inverse, il va y avoir les patients qui sont déjà dépendants pour lesquels on va dire, attention, là, le traitement risque d'être compromis. Et puis, il y aura tous les patients fragiles pour lesquels, là, c'est là où va être l'importance de la discussion avec l'oncologue pour savoir est-ce que finalement, on va pouvoir adapter le traitement pour que notre patient puisse bénéficier d'un traitement, mais tout en maintenant sa qualité de vie. Voilà, la qualité de vie, c'est vraiment fondamental chez le sujet âgé. L'objectif, c'est vraiment de maintenir les patients au domicile et de prévenir la perte d'autonomie. Et donc, à l'issue de cette évaluation, on va proposer des recommandations sur les différents domaines qui vont être altérés sur l'évaluation. Et puis, l'idée, c'est de réévaluer ce plan personnalisé de soins et de suivre les patients fragiles pour qu'ils puissent arriver au bout du traitement. Et donc, pour conclure, vous voyez, l'oncogériatrie, c'est une discipline qui est vraiment transversale. La collaboration entre le gériatre et l'oncologue, elle est fondamentale tout au long du parcours de soins du patient. Il faut savoir le réévaluer. Alors, l'organisation, elle a été renforcée depuis 2024 suite au référentiel INCA, mais on n'a pas attendu l'INCA pour travailler. Et donc, on a mis en place des outils d'évaluation qui sont standardisés à l'heure actuelle.
pour qu'on puisse tous parler le même langage. L'idée, c'est également de savoir quel traitement on va proposer au patient. C'est de ne pas sous-traiter un patient qui pourrait bénéficier d'un traitement optimal, de ne pas surtraiter un patient fragile puisqu'on risque de lui faire perdre de l'autonomie. Et puis, il faut aussi penser à développer des essais cliniques spécifiques pour les patients âgés pour qu'on puisse avoir des traitements réellement adaptés à nos patients. Et il y a quand même une chose qui est très, très importante, c'est de savoir qu'est-ce qui est le plus important pour le patient. Est-ce que c'est finalement avoir un traitement pour son cancer parce que c'est son cancer qui est au premier plan et qui l'altère, ou finalement est-ce que le cancer fait partie de toutes les comorbidités du patient et finalement ce n'est pas la priorité. La question c'est aussi de ne pas s'acharner. Les patients âgés souvent nous le disent, non mais docteur, j'ai fini ma vie, je suis au bout de ma vie, je n'ai pas très envie qu'on s'acharne. Et bien évidemment, les patients le disent, leur objectif c'est de ne pas souffrir et là on est entièrement d'accord avec ça. Et d'accord, c'est là où je vais faire le lien avec le docteur Marquet qui va vous parler des soins palliatifs. Donc, dans cette question complexe de l'oncogériatrie et des soins palliatifs, on s'est vraiment intéressé à la question des limites et de comment on prend en compte les limites. Et on va les voir au fur et à mesure là, de ma présentation. On y a déjà touché du doigt. Comment on définit un parcours de soins palliatifs pour un patient en prenant en compte les limites qui sont multiples. Mais avant quand même, un petit propos sur ce que sont les soins palliatifs et dans quel cadre ils s'inscrivent, dans quelle histoire finalement ils s'inscrivent. Très rapidement, hein, je ne vais pas passer en détail tous les éléments législatifs, mais voilà, les soins palliatifs ont vraiment été structurés depuis les années 90 en France avec différents documents officiels, ministériels, et puis les lois, notamment la loi Kouchner. Puis en 2002, puis la fameuse loi Leonetti. On parlait juste avant de ne pas souffrir. C'est vraiment cette loi-là, la loi Leonetti en 2005, hein, qui inscrit la notion d'interdiction de l'obstination déraisonnable, hein, de l'acharnement thérapeutique dans la loi. Et puis vous avez dû tous entendre parler de la fameuse loi Claeys-Leonetti qui a permis d'introduire l'accès et puis définir un cadre légal à la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Et puis, suite à cette loi, il y a effectivement plusieurs plans nationaux et puis une stratégie décennale des soins d'accompagnement qui englobe beaucoup d'aspects, à la fois des questions de moyens hospitaliers, mais aussi des enjeux de formation, des enjeux vis-à-vis des aides qu'on peut fournir auprès des aidants. Donc, je vous ai mis les liens à la fin du diaporama de tous ces éléments-là. Mais ce que je voulais dire avec cette histoire législative des soins palliatifs, c'est que la question de la lutte contre l'obstination déraisonnable, elle est centrale et elle est fondatrice pour les équipes de soins palliatifs. Et c'est le gros point commun avec l'oncogériatrie, c'est qu'on donne une place centrale à la notion de qualité de vie des patients. Et donc, pour bien repréciser le propos, ça fait jamais de mal de rappeler ce que sont les soins palliatifs. Les soins palliatifs, c'est un terme un peu générique, très connoté, qui peut faire aussi très peur. Il faut quand même bien distinguer hein, la notion de démarche palliative, qui est la démarche participative, qui inclut de manière le plus collégiale possible tous les soignants qui sont autour de la prise en charge du patient et qui vont permettre de prendre en charge les patients en situation de fin de vie et leurs proches en tenant compte voilà, de tous les aspects de la vie du patient. Et ce qui est très important de retenir, c'est que la démarche palliative, elle concerne l'ensemble des soignants et des équipes dans toutes les structures de soins, que ce soit des équipes de soins en structure hospitalière, mais également les structures du domicile, que ce soit les EHPAD ou les équipes qui interviennent à domicile. C'est vraiment une démarche collective qui permet de répondre aux droits des patients d'accéder à des soins palliatifs et un accompagnement de qualité pour sa fin de vie. Et puis bien distinguer dans les définitions ce que c'est une situation palliative.
Quand on dit qu'un patient est en situation palliative, ça renvoie à l'incurabilité de sa maladie, hein. On dit les soins palliatifs, ça concerne les patients qui sont atteints d'une maladie grave et incurable, hein, donc grave qui engage le pronostic vital, pas forcément à court terme, et incurable. Et à l'intérieur des patients qui sont en situation palliative, il y a plusieurs types de soins qu'on peut leur délivrer. En oncologie, souvent les oncologues parlent de soins actifs, mais nous, en soins palliatifs, on n'aime pas trop ce terme-là. On préfère parler de soins spécifiques, donc qui vont agir sur la maladie cancéreuse. Donc c'est classiquement les chimiothérapies, immunothérapies, mais également les chirurgies. Et puis, vous avez tous les soins de confort qui sont là en complément des soins spécifiques, mais qui peuvent aussi devenir des soins exclusifs. Et je vous ai mis juste après pour faire vraiment un focus sur la définition des soins palliatifs, cette slide qui est issue des travaux de l'AFSOS, que j'aime bien, même si elle contient une petite erreur, qui reprend un peu l'histoire naturelle d'un cancer, avec un cancer au départ, on va dire, curatif, et puis qui va voilà, qui peut échapper au traitement, qui va évoluer. Et donc, à ce moment-là, le patient va rentrer en phase palliative. Et souvent, à l'intérieur de la phase palliative, on peut distinguer 3 moments. Un moment où, finalement, le patient, il est, on va dire, oligométastatique, où il a peu de symptômes de sa maladie, en phase palliative initiale, et où là, on peut quand même espérer pour le patient une augmentation de la quantité de vie avec les traitements spécifiques qu'on va lui proposer. Et puis, plus la maladie va évoluer, plus la place des soins de support et des soins palliatifs va être importante. Et puis, en général, si on fait bien les choses, en phase terminale, on n'est pas censé avoir des soins, des traitements spécifiques du cancer à ce moment-là. Là où il y a une petite coquille quand même dans cette frise, c'est que le diagnostic de la maladie oncologique, il n'est pas toujours au début de la phase curative, et que la temporalité de la maladie n'est pas la temporalité de la prise en charge médicale, et particulièrement, Dr Lozano l'a dit juste avant, en gériatrie, il y a souvent en plus un retard de prise en charge qui fait que le patient est souvent diagnostiqué à une phase métastatique, à une phase avancée de sa maladie. Je ne l'ai pas redit juste avant, hein, mais classiquement en oncologie, on dit bien les soins palliatifs classiquement incluent les patients qui sont en situation métastatique de leur maladie cancéreuse, mais c'est pas toujours vrai, hein. Vous pouvez avoir notamment les cancers ORL ou certains cancers gynécologiques qui sont pas forcément métastatiques, qui sont localement avancés, mais qui sont incurables parce que non accessibles à un traitement chirurgical et qui sont de fait en situation palliative. Donc voilà, un patient n'a pas forcément besoin d'être métastatique pour être en situation palliative. Voilà, c'était une petite précision. Tout à l'heure, j'ai dit, voilà, les soins palliatifs, c'est vraiment l'affaire de tous. Et ça, c'est un peu comme la douleur. Et c'est très clairement inscrit dans la loi Leonetti, la loi Claeys-Leonetti. Tous les soignants peuvent délivrer des soins palliatifs à leurs patients, quel que soit le lieu de prise en charge du patient. La délivrance des soins palliatifs n'est pas réservée à des équipes spécialisées en soins palliatifs. Les équipes spécialisées, notamment les équipes mobiles, sont avant tout là, en appui, en conseil, vraiment en deuxième ligne, pour l'aide à la prise en charge des patients, et puis pour diffuser les pratiques palliatives, les bonnes pratiques et permettre une anticipation par tous des soins palliatifs. Mais ce n'est pas réservé aux équipes de soins palliatifs. Voilà, ça c'était pour les définitions un petit peu des soins palliatifs. Et donc, pour répondre au fur et à mesure à la question qui nous est posée des limites, eh bien, on va parler aussi, comme on a parlé de l'organisation territoriale de l'oncogériatrie, il y a une organisation territoriale des soins palliatifs. Et donc, c'est vrai que c'est très souvent la question qu'on se pose, c'est qui fait quoi et où. Et il faut le dire, il y a une grande multitude d'acteurs et d'organisations différentes selon les territoires qui sont liés aussi à une histoire, hein, de chaque territoire. Et donc, c'est vrai qu'en soins palliatifs, on peut avoir du mal à se repérer sur les différents acteurs. Moi, je vous parlerai plus précisément de la partie sud, hein, de l'Occitanie, ex-Languedoc-Roussillon, que je connais mieux que la partie Midi-Pyrénées. Mais vous avez, si vous ne connaissez pas déjà, un annuaire régional qui a été fait par la CARESP, hein, la cellule d'animation régionale en soins palliatifs. Là aussi, je vous ai mis le lien à la fin, qui recense l'ensemble des équipes de soins palliatifs et permet de savoir un peu quelle équipe peut intervenir dans quel secteur en fonction du territoire où vous travaillez, où vous intervenez.
Mais au-delà de ça, de la partie vraiment purement annuaire, il y a aussi un distinguo à avoir sur quelle équipe fait quoi et quelle équipe peut faire quoi. Et là, il y a quand même une instruction ministérielle assez récente qui a permis de mieux définir et de mieux structurer les filières territoriales de soins palliatifs et qui a vraiment bien redéfini la notion d'une offre graduée de soins palliatifs en fonction aussi de la complexité et de la lourdeur de la prise en charge. Et donc, on distingue parmi toutes les équipes de soins palliatifs, on va distinguer les équipes qui interviennent à l'hôpital. Et donc là, il y a déjà les lits d'hospitalisation. Donc, il y a à la fois les unités de soins palliatifs qui sont des unités dédiées aux soins palliatifs. Vous avez les lits identifiés de soins palliatifs qui peuvent être disséminés dans plusieurs services d'une structure hospitalière ou qui peuvent être regroupés dans un service. Souvent, en cancérologie, ils sont regroupés sur des services de médecine oncologique. Mais ils ne correspondent pas à des équipes forcément dédiées de soins palliatifs. C'est plutôt une facturation a posteriori par les services du DIM. Vous avez toujours dans les structures hospitalières les hôpitaux de jour palliatifs qui sont en général rattachés à des services de soins de support. Et puis, vous avez les équipes mobiles de soins palliatifs intra-hospitalières qui interviennent uniquement dans l'établissement où ils sont. Et puis après, vous avez tout le panel des différentes équipes de soins palliatifs qui peuvent intervenir à domicile. Vous avez les équipes de soins palliatifs labellisées des DAC, des dispositifs d'appui à la coordination départementaux. Vous avez tout un tas d'équipes mobiles de soins palliatifs hospitalières, publiques comme privées, intra et extra-hospitalières, souvent qui font les deux, là aussi avec une répartition souvent un petit peu historique. Vous avez des équipes mobiles extra-hospitalières qui vont faire de l'extra uniquement dans des établissements médico-sociaux comme des EHPAD par exemple, et puis d'autres qui vont pouvoir aussi aller à domicile. Là, c'est lié à une organisation territoriale qui est très variable d'un département à l'autre, et même au sein d'un même département, il y a des organisations très différentes. L'instruction ministérielle dont je vous parlais juste avant, elle a tout de même bien identifié les HAD palliatives comme des équipes à part entière faisant partie de l'offre graduée en soins palliatifs sur le territoire. Et puis, de manière beaucoup plus récente, je vous ai mis la doc à la fin, le ministère a créé les équipes rapides d'intervention en soins palliatifs, qui sont des équipes médico-infirmières qui interviennent en quelques heures après une interpellation sur une situation palliative en général terminale. Des équipes qui sont en général supportées par des HAD. Il y en a très peu pour l'instant dans la région, donc je n'en parle pas de manière détaillée. Et là, je vais vous parler un petit peu plus précisément de notre situation, nous, à l'ICM, et de comment on organise les parcours de prise en charge palliative des patients pris en charge à l'ICM. Donc, à l'ICM, il y a à la fois notre équipe mobile de soins palliatifs, qui est une équipe uniquement intra-hospitalière qui va intervenir dans tous les services de l'ICM, que ce soit en chirurgie, en radiothérapie, en médecine, et qui va aussi avoir une activité d'hôpital de jour de soins de support et soins palliatifs qu'on appelle le plateau chez nous. Il y a une unité de soins palliatifs et puis il y a aussi des lits de soins identifiés de soins palliatifs dans le service de médecine oncologie, mais évidemment, il y a des patients en situation palliative dans absolument tous les services. La particularité de l'ICM, c'est que c'est un centre expert. Et donc, la provenance géographique des patients est extrêmement large. Et donc, c'est la première limite qu'on peut identifier, c'est qu'il ne peut pas y avoir de parcours homogène pour tous les patients pris en charge à l'ICM, du fait déjà de cette contrainte géographique que l'on va devoir prendre en compte. Et donc, dans notre cas particulier de l'équipe mobile à l'ICM, quand on reçoit une demande d'intervention, eh bien, il y a plusieurs limites qui vont s'imposer à nous. Il y a déjà tout simplement les limites humaines, la capacité, le dimensionnement de l'équipe qui ne peut pas absorber toutes les demandes forcément que l'on reçoit. Il y a, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, le cadre réglementaire des missions d'une équipe mobile. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que le cadre réglementaire est assez clair. Une équipe mobile n'a pas vocation à prendre en charge tous les patients en situation palliative, tous les patients en situation palliative n'ont pas forcément besoin d'une équipe experte dans leur situation, et puis surtout en fonction de leur lieu de vie. C'est une des premières choses, parmi les premières choses qu'on regarde quand on reçoit une demande. On va pouvoir réorienter le patient vers des équipes de proximité. Toujours pareil, dans cet objectif de qualité de vie, de ne pas multiplier les déplacements inutiles, fatigants, coûteux pour le patient, mais de vraiment s'adapter à sa situation particulière à lui et donc son lieu de vie
est à prendre en compte. Bien sûr, on va prendre en compte quels sont les besoins du patient, hein, et il y a quelquefois un petit écart entre les besoins exprimés et puis les besoins réels, mais en tout cas, on va regarder quels sont les besoins du patient. Et puis, nous, on va beaucoup regarder aussi quels sont les besoins de l'oncologue, en tout cas de l'équipe qui nous fait une demande d'intervention. Et puis, en fonction de la demande, on va pouvoir orienter vers une équipe de proximité. Et malheureusement, la répartition territoriale des équipes de soins palliatifs n'est pas homogène. Il y a beaucoup de zones où il n'y a pas forcément d'équipes, ou alors des équipes qui sont, voilà, qui ont des limites humaines importantes, et donc à qui on ne va pas pouvoir confier toutes les situations euh, qui en relèveraient. Et donc, on va faire avec les limites. Et donc, pour chaque situation, on va proposer une offre, une organisation de soins palliatifs en fonction du besoin spécifique du patient, aussi en fonction dans quelle phase palliative il est, hein, c'est la diapo de tout à l'heure. On ne réfléchit pas de la même manière chez un patient qui est en phase palliative initiale, chez lequel il y a beaucoup de traitements encore qui peuvent être proposés et dont il pourrait tirer un bénéfice en termes de qualité de vie, mais aussi peut-être de quantité de vie. Et puis, on va prendre en compte aussi, bien sûr, l'offre de soins territoriale de son lieu de vie. Et on ne va pas plaquer une organisation toujours la même sur tous les profils patients. Soit on confie le patient à une équipe de proximité, soit quelquefois on fait des suivis, enfin même très souvent des suivis partagés ou des suivis alternés entre une équipe de soins palliatifs de proximité qui peut se déplacer à domicile, une HAD et nous. Et ça, c'est particulièrement vrai pour les patients qui sont en cours de traitement oncologique spécifique et particulièrement fragiles. Et puis, selon les situations, on peut avoir aussi dans un premier temps un suivi ICM exclusif. Et là, je voulais faire un peu, avant de finir, un petit focus quand même sur la notion de complexité en soins palliatifs, parce que ça aussi, c'est une des limites importantes à prendre en compte. C'est vraiment cette question qui permet de justifier le recours à une équipe de soins palliatifs. La complexité palliative, ça va être l'âge du patient, hein. Un âge jeune, c'est un critère de complexité. Un âge extrêmement avancé, ça peut être aussi un critère de complexité, mais pas systématique. La fragilité psychique, psychiatrique, sociale du patient est un élément de complexité important. Et là où on a beaucoup de patients âgés, c'est la question des comorbidités. Un patient qui a beaucoup de comorbidités, notamment des comorbidités décompensées, qui vont interférer avec la prise en charge oncologique théorique, là, c'est un critère de complexité qui nécessite le recours à une équipe mobile de soins palliatifs, à une équipe experte, notamment pour discuter, je l'ai mis à la fin, notamment pour discuter de la question de la proportionnalité des soins, pour ne justement pas basculer dans l'obstination déraisonnable et privilégier toujours la qualité de vie du patient. La complexité, elle peut être aussi liée à la tumeur elle-même, hein, ce qu'on appelle les tumeurs de mauvais pronostic. Les symptômes réfractaires, évidemment. Et puis, je l'ai mis là parce que c'est quand même un élément très important d'intervention des équipes mobiles de soins palliatifs. Ce sont les situations de conflit, que ce soit des situations de conflit entre le patient et des soignants, au sein d'une famille, hein, on le voit très souvent d'ailleurs en gériatrie, des conflits familiaux qui peuvent émerger au moment de la prise en charge de leurs proches, entre des enfants qui disent non, il ne faut pas le traiter, il faut le laisser tranquille, un autre membre de la famille qui veut absolument le traiter, un patient gériatrique qui est peut-être un peu fragilisé, vulnérable et qui n'est pas forcément entendu ou qui a du mal à exprimer ses souhaits. Donc ça, c'est tout à fait un motif de recours à une équipe comme la nôtre. On va pouvoir faire circuler la parole et pouvoir laisser aussi le patient s'exprimer, et puis quelquefois des situations de conflit entre le patient, sa famille et puis l'oncologue, par exemple, en cas de désaccord sur la question des traitements. Donc tout ça, voilà, ce sont des motifs de recours à une équipe mobile spécialisée dans le soin palliatif. Et j'ai un tout petit peu dépassé, mais on n'est pas trop mal dans le timing. Vraiment, les deux messages clés, moi, que je voulais vous faire passer, c'est déjà que tous les professionnels peuvent et doivent délivrer des soins palliatifs à leurs patients. Et les limites, en fait, de ces prises en charge-là, elles sont multiples, hein, vous l'avez vu. Elles sont à la fois liées au malade lui-même, à la pathologie oncologique, à des questions de ressources humaines, à des questions géographiques. Et donc, il n'y a pas un parcours type que l'on peut plaquer sur tous les patients, mais on va l'adapter à la singularité et à la spécificité de chaque situation. En soins palliatifs, on aime bien dire qu'on est créatif parce que vraiment, on va un peu faire du sur-mesure en fonction de chaque situation. Je vous ai mis à la fin les liens des sources que je vous ai données. Et là, je vous ai mis aussi les liens, on a parlé tout à l'heure un peu des différentes formations. À l'école du cancer à l'ICM, vous avez une formation brève en oncogériatrie qui dure 2 jours.
qui est une bonne base pour acquérir des complémentaires du MOOC, je pense, sur l'oncogériatrie. Et puis, bien sûr, il y a la formation aussi aux soins palliatifs organisée par notre équipe mobile qui dure, elle, 4 jours, qui sont là aussi des formations qui peuvent vous donner des bases solides pour vous sentir plus armé au quotidien dans votre pratique de ces patients en situation palliative ou en situation de fragilité gériatrique. Euh, voilà, après, je vous ai juste mis les différents liens des documents dont je vous ai parlé. Merci pour votre attention. Eh ben, merci beaucoup pour ces deux présentations et pour avoir expliqué un peu l'organisation de soins et de voir en fait que on est vraiment dans une médecine très personnalisée. Chaque patient, on va essayer de bien l'évaluer pour essayer de comprendre quelles sont déjà les limites du patient et en fait comment est-ce qu'on va après avec les différents outils qu'on a s'adapter à ce patient-là en fait parce que c'est vraiment ça la question. On a déjà une question, c'était, je vous la lis. Comment garantir que la décision de limiter les traitements ne soit pas influencée par l'âge mais bien par l'état global du patient et de ses souhaits? Donc en 2 mots, de ne pas faire d'agisme en fait. C'est ça un peu la question, si je ne me trompe pas, de cette question. Je- C'est une question difficile, effectivement. C'est bien pour ça qu'a été mis en place, qu'a été développée l'oncogériatrie, hein, et notamment l'évaluation oncogériatrique, parce que l'âge en lui-même ne suffit pas à caractériser le patient, hein. L'âge chronologique, c'est une chose, mais l'âge physiologique en est une autre. Et d'où l'intérêt, quand l'oncologue perçoit un patient fragile, de l'adresser au gériatre pour vraiment évaluer cette fragilité, et qui permettra de mieux adapter le projet thérapeutique. C'est vraiment à ça que sert le G8 en fait, parce qu'il y a plein de patients sur lesquels on nous les adresse en disant: «Bon, le G8 est positif, on n'y croit pas trop, moi je le trouve bien» et cetera. Et puis nous, on découvre, des choses, des troubles cognitifs, Mm. des choses qui sont vraiment et on se dit: «Mais en fait là, comment est-ce qu'on va faire, Mm. pour, vraiment prendre en charge ce patient?» Parce qu'en fait, il y a des choses qui n'ont pas du tout été vues à domicile en disant: «Bah, en fait, oui, mais c'est les dents principales de sa dame. Donc là, quand on va faire, 6 semaines de chirurgie enfin, avec 6 semaines de rééducation derrière, ben, voilà, ça déjà, c'est aussi une limite de manière classique et c'est quelque chose aussi et c'est pour ça que le mode de vie est essentiel dans l'évaluation gériatrique, mais c'est pareil en soins palliatifs. Le patient, qui va décéder rapidement dans le cadre de soins palliatifs, qui est les dents principales de son épouse, bah, qu'est-ce qu'on fait de son épouse? Et donc là, il y a tout l'intérêt, de la prise en charge sociale, de l'alerte à la famille, du travail aussi avec les DAC, quand même très important, à domicile pour faire des signalements et savoir, ben, comment est-ce qu'on fait? Parce que l'impact du cancer et des soins palliatifs, il y a aussi la famille qui va être dedans et voilà. Il y a une autre question, concernant les conflits ou les désaccords familiaux, l'objectif est de trouver un accord entre eux, de faire entendre la parole du patient auprès de la famille. Voilà, c'est un peu, la question, c'est, comment est-ce qu'on un peu on désamorce? C'est quand il y a, 2 sons de cloche et je pense que une des questions derrière, c'est avec un patient qui a des troubles neurocognitifs et qui n'est pas capable de donner son consentement éclairé, donc qui est capable de peut-être donner son assentiment, donc c'est la capacité à ne pas s'opposer à des décisions, médicales qui lui sont proposées, c'est-à-dire de ne pas dire non à une chirurgie et cetera. C'est un peu, ça la question. Donc les conflits familiales, les désaccords, je pense que c'est plutôt pour toi Mélanie, mais tu pourras compléter Stéphanie. Oui, parce que c'est vrai que j'ai un peu abordé ça, mais c'est vrai que nous, c'est un motif de recours assez fréquent de notre équipe à l'ICM. Quelquefois, même, c'est notre collègue oncogériatre qui a d'abord fait l'évaluation oncogériatrique et qui, justement, nous le réoriente pour qu'on ait ce temps de consultation. Parce que nous, sur l'hôpital de jour de soins palliatifs à l'ICM, on fait des consultations conjointes avec l'oncologue. C'est des consultations longues, c'est de l'hôpital de jour, donc on a du temps. On prend en général au moins 1 heure. Quelquefois, même, on fractionne en 2 temps. Un temps vraiment avec le
patient seul, et puis un temps avec ses enfants ou son épouse ou son époux, enfin, selon la configuration familiale. Et donc là, à ce moment-là, on prend le temps, ouais, que tout le monde ait le temps de s'exprimer, et puis on essaie effectivement, dans la mesure du possible, de faire ressortir les souhaits du patient avant tout, ou les souhaits qu'il a pu exprimer par le passé aussi. Quelquefois, d'ailleurs, les enfants sont dans une situation de conflit, puis au fur et à mesure qu'on discute, il y en a un qui finit par dire: Ah, mais de toute façon, il avait toujours dit que s'il lui arrivait ça, il voudrait pas ça. Et puis il y en a un autre qui finit par dire: Ah, ben oui, c'est vrai, il avait dit ça. Et on arrive finalement à la fin, alors pas forcément à faire consensus, mais en tout cas à faire émerger en tout cas une décision à la fin qui prend le plus en compte ce que souhaite ou aurait souhaité le patient, et en tout cas d'essayer d'apaiser les conflits familiaux autour de ces questions-là. Donc nous, ça peut être ça le circuit, quelquefois de l'oncogériatrie, puis l'équipe mobile qui intervient justement pour travailler cette question-là avec l'oncologue. Effectivement, nous, on aborde ça lors de l'évaluation et on demande systématiquement au patient ce qu'il veut, ce qu'il souhaite quand il est en capacité, effectivement, de donner son avis. Et même en ayant des troubles cognitifs, ils sont quand même, jusqu'à un certain stade, en capacité de nous dire ce dont ils ont envie ou pas. Et on s'adresse vraiment aux patients pendant la consultation en leur disant, voilà, qu'est-ce que vous avez compris de la situation? Que vous a dit l'oncologue? Qu'est-ce qu'on vous propose comme traitement? Et vous en pensez quoi? Alors, et à la fin de la consultation, nous, on leur dit, voilà comment nous, on vous trouve. Vous êtes fragile, vous l'êtes pas. Enfin, voilà, on leur explique les données de l'évaluation et on leur dit, ben voilà, vous n'avez pas envie du traitement. Et ben finalement, nous, on est assez d'accord avec vous, finalement. Et alors, et après, on s'adresse à la personne qui est à côté. Alors, on voit parfois les grimaces en disant, mais si, il faut que tu sois traité, c'est important. Donc, on essaie aussi un peu de désamorcer, parce que parfois, c'est pas si simple. Et quand vraiment il y a des gros conflits, nous, on fait pareil, on adresse à l'équipe de soins palliatifs pour nous aider et pour prendre ce temps de la relation et pour essayer d'obtenir, on va dire, un consensus, entre guillemets, en tout cas un compromis Ouais, qui convienne à tout le monde. et on a un outil supplémentaire dont on vous a peut-être pas forcément parlé, mais qui est quand même la RCP d'oncogériatrie. Oui, ça n'est pas parlé. Où du coup on se réunit, enfin nous du côté de Montpellier c'est une fois par semaine, vraiment avec les oncogériatres un peu de Montpellier, avec des oncologues, des radiothérapeutes, peut-être bientôt des chirurgiens. Et du coup, en fait, là, on discute du dossier du patient avec l'évaluation gériatrique et avec tout ce qu'on a perçu en consultation, parce que des fois, les scores, il y a des petites affinités en plus pour déterminer ça, mais comme dans toute la médecine oncologique, soins palliatifs et gériatriques, je pense que tout le monde est sensible à ça. Et du coup, ça nous donne aussi des arguments pour quand on sent qu'on est en train, par une demande de la famille, d'aller sur de l'acharnement déraisonnable, hein, parce que c'est aussi une des questions, de poser une des limites en disant, bah là, c'est une décision médicale partagée et c'est une recommandation, puisqu'encore une fois, la RCP, c'est de la recommandation et ce n'est pas obligatoire. D'accord, hein, voilà, juste une petite précision. Dans les questions, donc, il y a juste une petite remarque sur le DAC, hein, sur l'accompagnement des patients en soins palliatifs, mais aussi qui peuvent aider dans le parcours de l'aidant et les conflits familiaux. Ça, on est bien d'accord, c'est un outil que j'utilise de plus en plus. Voilà, qu'il faut bien connaître son DAC et son parcours. Et encore une fois, ce qui va être utile, ça va être de connaître son territoire. Encore ça, je pense qu'on est un peu tous convaincus de ça, et connaître ces territoires aussi, parce qu'on va loin, on est de plus en plus tentaculaire. Il y a aussi une question, c'est est-ce qu'on aborde les directives anticipées dans les évaluations? Alors ça, je vous laisse répondre un peu chacune de votre côté. Alors, nous, pas systématiquement, mais souvent, quand les patients ont déjà rédigé des directives anticipées, ils nous le disent d'emblée en arrivant en consultation. Donc, on le sait. Après, maintenant, on pose de plus en plus la question quand même, et notamment pour les patients qui ont des troubles neurocognitifs, hein, de savoir si, voilà, déjà auparavant, ils avaient mis des directives anticipées, mais effectivement, il faut les rechercher. On est tout à fait d'accord.
Nous, en équipe mobile, enfin en tout cas à l'ICM, c'est pas un sujet central. En tout cas, les directives anticipées, enfin en tout cas le côté, la formalisation des directives anticipées. On fait plutôt émerger la discussion. Le Mm. but pour nous, c'est d'arriver à savoir ce que veut le patient, quelles Mhm. sont ses limites, où est-ce qu'il met le curseur de ce qui est acceptable pour lui Mm. ou pas. Mais on va pas forcément, alors sauf si bien entendu il le demande, ou là, bien Oui. sûr, on les accompagne dans ce cas-là à la formalisation, mais c'est pas quelque chose qu'on questionne systématiquement de Mm. manière aussi directe. C'est quelque chose qu'on aborde de manière assez indirecte Mm. et qui sert aussi quelquefois sur les situations un petit peu de conflit ou de désaccord, quand les patients les ont fait par le passé, de pouvoir s'appuyer dessus, de dire bah, à cette époque-là, vous aviez dit ça, hein, est-ce que c'est toujours d'actualité? Ça peut être aussi une base pour ouvrir la discussion ou ouvrir une discussion difficile, mais c'est vrai qu'on les embête pas, nous, systématiquement avec ça, Mm. euh, de manière aussi formelle euh, que ce que l'HAS voudrait. Et aussi, je trouve que la question des directives anticipées, elle est très complexe parce que, euh, en fait, moi, je l'ai eu plusieurs fois et en fait, j'ai repris la directive anticipée qui avait été faite par le patient et je lui demandais est-ce que c'est ça que vous souhaitez dire? Et en fait, c'est pas du tout ça. Donc en fait, la compréhension du patient et du Mm. médecin est très différente. Mm. Donc dans ce qui va être dit et de dire bah en fait je veux pas de dialyse, oui mais une séance je suis d'accord. Et oui, mais Mm. quand vous marquez ça, voilà ce que ça veut dire. Donc c'est pour ça que la directive anticipée, c'est un sujet qui est, je pense, très important, qui est aussi très complexe et qui se travaille avec le patient et Mm. que c'est aussi quelque chose de très anticipatoire, mais de toute façon, tout ce qu'on peut anticiper, c'est important. Et je tiens juste aussi à repréciser quelque chose qui est important aussi quand on acte l'absence d'exploration et qu'on laisse une maladie évoluer en soins Mm. palliatifs, par exemple un cancer du côlon, enfin une masse colique qu'on laisse évoluer, etc. Il faut aussi anticiper les soins palliatifs parce que le jour où il fera l'occlusion, ben, il faudra se dire Mm. bah, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là. Donc il y a toutes ces limites aussi à réfléchir, se dire ben, qu'en fait on fait des limitations, il faut aussi penser aux conséquences et comment est-ce qu'on Mm. les anticipe pour éviter qu'en fait on se retrouve ben, finalement à faire une chirurgie en urgence que personne n'avait suivi, sauf qu'en fait dans le stress, dans la douleur, dans les choses, ben, au lieu de faire une sédation qui avait été convenue, qui allait au patient et qu'on avait travaillé avec la famille, on se retrouve à faire une chirurgie qui convient à personne avec des services de chirurgie. Moi je pense beaucoup à la digestive avec qui je travaille Mm. qui se retrouvent Mm. à gérer de la confusion, à faire de l'acharnement thérapeutique, à faire de la iatrogénie, et que personne n'avait envie. Voilà, c'est juste, je remets juste Mm. ça dans le. Il y a le temps de l'évaluation, il y a le temps d'évaluation de la Mm. maladie, et qu'est-ce qu'on fait aussi dans cette partie-là? Mais encore une fois, c'est les différents outils au fur et à mesure. J'ai peut-être une dernière question. C'était quelle pratique fonctionne le mieux pour une co-conduite en fait oncogériatrie et palliatif, en fait, comment ça marche le mieux? Est-ce que c'est la RCP, est-ce que c'est une RCP en fait qu'on fait tous ensemble? Est-ce que c'est des staffs hebdomadaires ou est-ce que c'est des consultations conjointes? Alors, nous, ici à Toulouse, et notamment sur l'Oncopole, on intervient beaucoup sur l'hôpital de jour, soins de support et soins palliatifs, et où effectivement on prend le temps de discuter tous ensemble avec l'équipe de soins palliatifs, l'équipe d'oncogériatrie et les oncologues. Donc ça nous permet voilà, d'avoir un temps de réflexion tous ensemble et ça équivaut globalement à une RCP. C'est une décision collégiale Oui, concernant la prise en charge. la collégialité, elle prend plusieurs formes. Elle n'est pas C'est forcément ça, uniquement sur le temps formel et c'est ça. formalisé d'une RCP, mais elle peut se faire sous Oui, différents formats. c'est ça. À l'ICM, nous, par exemple, sur l'hôpital de jour de soins de support et soins palliatifs, on a un staff, tout le monde peut inscrire des dossiers tous les 15 jours, et donc ça peut être le lieu où on peut en parler, mais après, ça se fait aussi quelquefois au fil de l'eau, de manière informelle. L'oncogériatre a son bureau à côté, on en discute aussi. Voilà, et ça peut venir comme ça aussi. C'est l'avantage euh, Mm. voilà, de travailler de manière pluridisciplinaire, c'est on se voit beaucoup et donc la collégialité, elle peut se faire à d'autres moments. Mais bien sûr, les RCP sont quelquefois nécessaires pour formaliser une limitation de soins. La consultation conjointe, elle est un peu plus difficile parce que le temps de l'évaluation gériatrique, c'est quand même en une bonne Oui, heure. Une heure. Donc après, tu as fait beaucoup d'informations pour les patients, c'est quand même très Mhm. difficile. Oui. C'est pour ça que les AHDJ soins de support et la réévaluation, c'est important. Ça Mm. me permet de rebondir sur une des dernières réflexions et on va sans doute s'arrêter là.
mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui est dit. Et en fait, on dit par expérience, la meilleure anticipation, c'est la prise en charge de soins palliatifs précoces avec un suivi régulier. Là, je pense qu'il y a tout le monde qui est convaincu et que là, tout est dit. En fait, c'est vraiment la réévaluation de ce qui a été fait et puis de refaire le point et de coordonner la ville et l'hôpital. C'est un peu tout ça, la ville, les EHPAD, etc. Et en fait, c'est vraiment le lien, la coordination. Et c'est vraiment, moi, ce que je répète à longueur de journée, on vous lâche pas. Et maintenant, on va voir et on va s'adapter. Voilà, on va peut-être s'arrêter là. Ça va être, je pense, le mot de la fin. Bah, merci beaucoup en tout cas pour votre participation et aux intervenantes. Et merci sur Onco-Occitanie. Si vous avez des thématiques sur les soins palliatifs ou sur l'oncogériatrie, je pense qu'on sera tous ravis de réintervenir parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à se dire. Oui. Maëva, si tu veux faire un dernier petit mot peut-être sur... Oui, merci à tous. Effectivement, nous étions une soixantaine de participants connectés. Donc, un grand merci à toi, Vincent, aux intervenantes pour votre Merci. disponibilité déjà et puis pour vos présentations de qualité. Donc, effectivement, n'hésitez pas à nous adresser les questions éventuelles qu'on orientera vers nos intervenants. Et merci à tous. Merci beaucoup.